Vous êtes toujours resté attaché à votre mère, vous n'avez jamais coupé le cordon ombilical, vous habitez à 500 mètres de chez elle. Oui, donc fils à maman. Ah ben oui, ça y a pas de doute. C'est un peu normal, hein, comme elle m'a élevé, c'est un peu normal une fois que j'ai perdu mon père. Vous êtes très pudique, très réservé finalement, que vous vous cachez. Et vous, je vous ai entendu dire aussi que vous parliez tout le temps pour qu'on ne vous entende pas. Souvent. Je préfère parfois faire du bruit, voilà, pour ne pas de dire manière qui à ce vous êtes. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai hésité à venir vous rejoindre dans votre émission, parce que je sais que vous êtes très doué pour faire parler les invités, donc ce qui est une qualité, hein, mais c'est très intimidant de faire votre émission, parce qu'on est bien forcé de se livrer. Oui. Et vous êtes venu pour cela. Ah, sinon, je ne serais pas là. Est-ce que vous êtes en crise en ce moment? En ce moment, oui, je parlerai de crise, absolument, oui, je serai dans une crise, mais j'ai pas de difficulté à en parler. C'est une crise qui doit être liée, pour la plupart des gens, que tout le monde a dû connaître, ou va connaître, ou a connu. Il y a une crise de la quarantaine, puis il y a une crise des difficultés personnelles que vous traversez. Il y en a qui se disent, qui est ce con? Arrêtez de penser ça. Ça fait toujours rigoler. Non, j'imagine un type qui a lu la télé, c'est qui ce con? Vous commencez à être... Vous devriez mettre un petit nom. Et vous commencez à être un peu connu quand même, Benoît. Oui, mais enfin, vous doutez de votre notoriété, Benoît Oui, Poulvorde? tant qu'on fait des fautes à mon nom de famille. Ah. C'est-à-dire Benoît Poilet-Verdé, Benoît Pelleforte, Benoît Poulvorde. Je pourrais vous en faire une liste. Allez-y. Donc Benoît Poulvorde. Bravo. On le répète encore une fois. Très bien. Encore une fois. Non, mais vous le dites très bien. Je soupçonne des racines flamandes. On verra ça tout à l'heure. On verra, oui, on recherchera. On cherchera ensemble. Donc, Benoît, par rapport à vous, vous dites, vous, crise de la quarantaine. Oui, mais en fait, la crise de la quarantaine, ça englobe tout. Hein. À côté de quoi vous êtes passé? Parce que le héros passe à côté de l'essentiel. Parfois, on peut passer à côté de ses proches. Avant, je disais, le cinéma ne fait pas partie de ma vie. Le cinéma fait partie de ma vie, mais ça n'est pas ma vie. Oui. Voyez-vous? Alors, il faut savoir faire des arrêts, des haltes là, et se dire, est-ce bien nécessaire de courir autant, comme ça, et de dire, oh, je vais encore faire celui-là, je vais faire celui-là, puis je vais aussi faire celui-là. Vous avez l'impression d'avoir fait trop de films? Je ne regrette pas les films que j'ai faits, mais parce que ça... Comment dirais-je? J'ai un peu oublié les gens qui m'entouraient, voilà. Est-ce qu'on perd pied, Benoît? Est-ce que vous avez perdu pied? Oui, bien sûr. Vous avez perdu pied? Bien sûr, ça m'est arrivé, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Je voudrais m'arrêter, prendre le temps. Ce qui me permettrait de retrouver un équilibre personnel et dire stop, retrouvons la joie de vivre, parce que si je la retrouve, je la communiquerai à nouveau. Bien sûr. Et pourquoi vous avez perdu, là, passagèrement, votre joie de vivre? Je pensais que vous alliez me dire ma bouteille d'eau, mais je vais la prendre. Voilà. Alors, attendez, C'est bien, ça vous donne le temps de réfléchir pour me répondre. C'est pour ça que j'ai demandé un jerrycan. J'ai demandé un jerrycan pour être sûr d'avoir le temps. Ouais. C'est la technique des hommes politiques aussi. Hein. N'en profitez pas trop. Je n'en profite pas, je n'en profitez pas trop. Vous pourrez monter dedans. Non, tout reste là. Tout reste très bien. Alors, je vais vite l'arranger. Alors, reposez-moi votre question, pardonnez-moi, Mireille. Pourquoi pensez-vous, avoir perdu votre joie de vivre. C'est le hasard du calendrier qui a fait que les films se sont enchaînés les uns aux autres. Vous enchaînez tous ces tournages-là, et vous finissez par ne plus avoir de retour, vous rentrez quasi plus chez vous. Comme je suis quelqu'un de casanier, que j'aime bien être chez moi et tout ça, c'est là que je vous dis, vous perdez pied, vous perdez vos repères, et à ce moment-là, vous vivez dans un monde virtuel. Parce qu'on vous flatte, on vous déresponsabilise, on vous infantilise. Vous comprenez? On ne fait plus rien pour Donc que vous devenez capricieux aussi. Mais forcément, mais attention encore une fois, forcément vous devenez bien sûr que vous devenez capricieux. Pourquoi? Si vous habituez les gens à ce qu'on, dès le moment où ils se lèvent, on prépare une chaise pour qu'ils se rassoient, si dès le moment où ils ont faim, on leur amène 3 plateaux à bouffer, et qu'on les habitue à rester en tournage tout le temps, je dis toujours, c'est pas toujours les dieux qui sont punissables. Ils sont punissables, bien entendu, mais c'est aussi l'usage qu'on en fait. Vous êtes en train de dire qu'il faut, revenir à la réalité. Il faut reprendre contact avec le sol. Avec le sol et avec les gens qui vous aiment. Oui, avec les gens qui vous aiment, oui. Pas avec les spectres de l'affection, oui. Oui. Oui, parce que le cinéma, tout le monde s'aime, hein, c'est bien connu. Donc les vraies valeurs, les vrais amours. Les gens qui vous ont, qui vous ont construit. Et qui vous ont construit. Voilà, les gens qui vous critiqueront. Il faut rester entouré de gens qui peuvent vous dire les choses. Absolument. Qui pourront vous dire, là mon gars, tu es devenu un sacré connard. Alors votre épouse, donc avec laquelle vous êtes... mariée depuis 15 ans, depuis 15 ans, voilà, fait partie justement des gens qui vous critiquent. Oui, absolument. Oui. Impression de l'avoir négligée, elle aussi, quand vous parlez Bien sûr. Parce que je pense que les acteurs... Mais aussi parce qu'on impose son train de vie.
vous imposez votre mode de vie en disant oui, mais attention, il faut que je sois reposé, il faut que je sois bien. Et j'ai quand même mes 30 secondes à être excellent. Hein. Attention, ne me fatiguons pas maintenant. Donc il faut que je dorme à partir de telle heure. Et parfois vous vous dites mais elle s'est sacrifiée pour moi parce que franchement, elle a autre chose à foutre que de s'occuper de l'autre connard qui veut dormir 10 heures parce qu'il va être fatigué pour dire sa pauvre phrase pourrie. Je suis désolé d'avoir utilisé encore le mot connard, mais j'aime bien le mot connard, j'aime bien crétin aussi. Voilà, ou l'autre crétin si vous voulez. Vous n'avez pas d'enfant, Non, Benoît. non, c'est pas la peur d'être un mauvais père. Je pense que je serai assez jouette. Je pense que ce serait très vite lui qui s'occuperait de moi. Mais le faire, je me sentirais tellement coupable si jamais il souffrait. Si... Est-ce que c'est par rapport à votre propre enfance? Peut-être que c'est lié au fait que j'ai pas eu une vie familiale équilibrée. Vous êtes toujours resté attaché à votre mère, vous n'avez jamais coupé le cordon ombilical, vous habitez à 500 mètres de chez elle. Ouais, donc tout à fait. fils à maman. Ah oui, ça y a pas de doute. C'est un peu normal, hein, comme elle m'a élevé, c'est un peu normal, une fois que j'ai perdu mon père. Ouais. Et en plus, vous êtes le cadet. Oui, je suis pas celui qui est parti le dernier, je suis quand même parti à 27 ans. Oui, donc un attachement très très fort. Oui, encore, c'est parce qu'elle m'a frappé, hein, sinon j'aurais resté. Hein. Elle a la main lourde. Voilà, ça c'est maman, à gauche, hein, c'est maman. Elle a arrêté le magasin, et ensuite elle a acheté une ferme et elle s'est occupée d'animaux. Et la disparition de votre père, donc qui était routier à l'âge de... Donc vous aviez 11 ans quand Ça, j'imagine que ça vous a rapproché doublement de votre mère. Oui, parce qu'elle nous a aimés 2 fois plus, c'est ce qu'elle nous a dit. Je vous aimerais 2 fois pour 2. Et elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Et vous, donc, des relations très fortes avec elle. Avec ma maman C'est-à-dire en même temps son fils, parce que c'est vrai que vous lui apportez toujours votre linge à laver, Benoît. Ça continue? Oui. Non. Si, elle continue à repasser, mais... Et pourquoi c'est elle qui le fait? D'abord parce que ça lui fait plaisir, et puis parce que personne ne le fait aussi bien que ma mère. Hein. C'est elle qui vous a donné, d'ailleurs, ce sens de la dérision, de l'humour au 10e degré. Ça vient d'elle, ouais, parce que c'est... Ma mère ne prend pas grand-chose au sérieux. Elle n'a jamais dramatisé les choses, jamais. Hein. Elle vous a en même temps aidé à rebondir quand vous ne réussissiez pas. Elle disait il faut repartir sans arrêt. Il ne faut pas s'arrêter à l'échec. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour le grand public, Benoît, vous êtes extrêmement drôle. Et vous faites de l'humour en permanence. Donc mais j'aime bien faire rire les gens. Parce que je trouve que c'est le plus beau cadeau, le plus beau retour que vous puissiez avoir de quelqu'un, c'est un sourire. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, c'est une communication immédiate. Et puis j'aime faire rire. Il sera propre, vous le faites, oui, le plateau à la fin de la journée. Je vois que vous nettoyez, vous n'êtes pas le premier. Non, mais parce que ça rassure. Un peu embarrassé, je ne sais pas. Ça rassure, parce que ça rassure. Et envie de vous faire aimer aussi en faisant rire? Bien sûr. L'acteur qui viendra ici en frottant la table vous dire qu'il n'a pas envie d'être aimé, sachez que c'est un menteur. Au même titre qu'il dit qu'il n'a pas d'ego, ni qu'il n'est pas... C'est un menteur. Alors Benoît, vous êtes souvent, moqué de votre propre physique. Ah oui, mais je persiste, j'ai un bon gros physique moyen, mais c'est un avantage. C'est un véritable avantage parce que je n'ai pas d'âge. Parce que j'avais déjà un physique de vieux étant petit. Je suis né avec une tête de vieillard. Oui, je n'étais pas un très très bel enfant, mais dans mon adolescence, j'étais carrément... C'était pas facile. Et en plus... voilà. Là. Là, j'ai 16 ans. Non, mais là, c'est à mourir de rire. Là. Oui, vous trouvez ça drôle là maintenant, mais quand vous avez 16 ans et que vous avez cette tête-là, croyez-moi... mais vous en rajoutez dans les soirées... Non, j'avais une tête de con, mais ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait pas parce que ça force le caractère. Vous devez exister autrement. Ouais. Et donc le rire, ça permettait d'exister autrement. Ce qui donne, ce regard éveillé. J'appelle ça le regard éveillé. Je suis rentré en pensionnat quand même à 8 ans. Hein. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Donc, quand vous êtes tout petit, c'est la loi du plus fort. Alors, la meilleure manière de vous adjoindre la protection des plus costauds, parce qu'on vous met avec des plus âgés, c'est de les faire rire. Et donc j'ai fait ça pareil en colonie de vacances, parce qu'on m'a mis partout, en pas trop, colonie. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé à 8 ans, vous, en pensionnat? Parce que personne ne pouvait s'occuper de moi, donc il fallait bien qu'on me mette quelque part. Hein. Donc je suis resté... Personne ne pouvait vous aider? Ma maman ne pouvait pas, elle n'avait pas assez de... Elle n'avait pas les moyens, et mon père... c'était pas possible. Était sur les routes? Voilà, donc je devais bien me mettre quelque part. Hein. Donc on m'a mis chez les jésuites, enfin, là c'était le curé, à 8 ans, ouais. C'est pas facile à 8 ans. Hein. Vous avez grandi plus vite alors, tout en voulant rester dans l'enfance, dans le giron maternel. Vous grandissez plus vite, ouais. Mais en même temps, vous gardez une part d'enfance que vous n'arrivez pas à exorciser. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal parce que ça vous permet de garder cet amour qui est presque vierge. Ouais.
Immense. Et en même temps, une maturité qui vous permet de vous occuper de vos parents, de les aimer, et surtout de ne jamais les juger ni les condamner. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.